Donald Trump et son administration ont déclaré avoir repris les essais nucléaires. Le traité New START, le dernier traité nucléaire encore en vigueur entre les États-Unis et la Russie, doit expirer en février 2026. Nous avons vu la Russie tester plusieurs armes, dont deux en particulier qui préoccupent fortement la BBC. Le drone sous-marin à propulsion et à capacité nucléaire, et bien sûr, le missile de croisière Burevestnik à propulsion nucléaire. Dans le contexte où l'administration Trump affirme relancer les essais d'armes nucléaires parce que d'autres pays en font autant, parler de l'importance de ces armes que la Russie a dévoilées et des raisons pour lesquelles elle le fait à ce moment précis. Tout d'abord, nous ne reprenons pas les essais d'armes nucléaires. Arrêtez avec ces absurdités. Le tweet de Trump montre l'ignorance de cet homme. Il a ordonné au secrétaire à la guerre d'effectuer ces essais. Pardon, au secrétaire à la défense. Ce n'est pas de son ressort. Ce n'est pas dans ses attributions. Nous avons d'autres agences qui s'en occupent, rattachées au département de l'énergie et chargées de la supervision de nos armes nucléaires. Le secrétaire à la défense n'a rien à voir avec cela. Vous savez, nous faisons des essais sous critique. Nous en faisons depuis un certain temps. La Russie aussi, la Chine aussi. Cela signifie que quoi que nous fassions, il n'y a pas de fission, donc c'est pas un essai nucléaire. Cela respecte le traité d'interdiction des essais, et nous allons continuer à le respecter. Ce qui s'est passé, c'est que le président a été informé que la Russie avait effectué deux essais nucléaires, le Burevestnik et le Poséidon. Ils étaient tous deux des essais d'un système de propulsion nucléaire. Le Burevestnik, puisque les Russes semblent l'avoir fait, ce que nous n'avons pas pu faire. Cela prend beaucoup de temps. En 1957, je crois, c'est à ce moment-là que l'ordre initial a été donné à l'industrie de défense soviétique de produire un missile de croisière à propulsion nucléaire. Nous avons lancé notre propre projet à peu près à la même époque. Nous en avons construit quelques-uns. Ils étaient incroyablement polluants. Nous les avons fait voler et ils rejetaient simplement des radiations. Nous avons dit, mon Dieu, nous ne pouvons pas faire ça, et nous avons arrêté. Les Russes, eux, ont réellement continué. Vous savez, ils ont en Russie d'excellents centres de recherche nucléaire. Aux États-Unis, nous n'avons pas l'équivalent. Oui, nous avons Sandia, nous avons Los Alamos, et comment s'appelle déjà celui en Californie? Berkeley. Lawrence Livermore. Non, Lawrence Livermore. Oui. Et tu sais, nous en avons d'autres. Mais tu sais, les Russes ont celui près de Moscou, qui fait surtout du travail commercial maintenant. Mais ils en ont un autre. Je crois que c'était, comment s'appelait la ville secrète? Arzamas, ou quelque chose comme ça, tu sais. 116 ou peu importe. En résumé, ils ont transformé un ancien séminaire en centre de recherche nucléaire pour leur programme d'armement. Et ces gars-là ont travaillé avec des scientifiques civils, et apparemment ils ont produit un réacteur nucléaire propre, petit, qui génère essentiellement de la chaleur. Ensuite, cette chaleur va surchauffer l'air et faire ce qu'un statoréacteur fait. Vous savez, on surchauffe l'air, puis l'expansion de cet air propulse l'engin indéfiniment, car on ne manque pas de carburant. On dispose d'un moteur nucléaire qui remplit le rôle que le carburant joue normalement dans un turboréacteur et tout ce genre de choses. Les Russes l'ont fait. Ils ont réussi. Et ils l'ont testé. Ce même concept de propulsion nucléaire s'applique au drone Poséidon. Un drone est un véhicule sans pilote. C'est essentiellement ce qu'est un drone. C'est un véhicule sans pilote. Donc il fonctionne soit à partir d'informations préprogrammées, soit en recevant des communications de sources extérieures. Voilà les essais nucléaires que les Russes ont effectués. Et le président, parce qu'il est littéralement plus bête que terre, a été informé que les Russes avaient réalisé des essais nucléaires. Alors il a dit, eh bien, nous devons faire nos propres essais nucléaires.
Et donc, ce que nous voyons en ce moment, c'est un Minuteman placé dans le silo d'essai, je crois, à Vandenberg. Et nous allons procéder à un lancement pour pouvoir dire que nous avons testé notre arsenal nucléaire. Eh bien, nous venons justement de faire un autre essai du Trident D5. Le président est trop stupide pour se rendre compte que nous faisons des essais nucléaires depuis toujours. Nous venons de réaliser des tests de prolongation de vie sur le D5. Nous en avons lancé plusieurs. Donc c'est pas comme si nous ne le faisions pas. Mais maintenant, il doit le déclarer parce qu'il se sent intimidé par le fait que Poutine l'a fait. Quelle est la signification de tout cela? Écoutez, Ray a eu la gentillesse de publier l'autre jour quelque chose à propos d'une conversation que Vladimir Poutine a eue avec des journalistes occidentaux en 2016, où il a essentiellement dit « Vous êtes trop stupide pour vivre. Vous ne comprenez donc pas ce qui se passe. » Quand nous nous sommes débarrassés du traité ABM, encore une fois, Ray se trahit un peu sur son âge ici, mais je vais le faire pour lui. En 1972, Ray était à Moscou quand il a été signé. Vous savez, c'est quelque chose. C'était un traité fondamental, car il reconnaissait que les guerres nucléaires ne peuvent jamais être gagnées et qu'elles ne devraient donc jamais être menées. Nous ne devrions donc même pas essayer de construire des défenses contre les armes nucléaires, car c'est tout simplement stupide. Les gens développeront de meilleures armes offensives. Et pourtant, les États-Unis se sont retirés du traité ABM, puis nous avons commencé à déployer des systèmes, le système GBI à la base aérienne de Greeley, les intercepteurs terrestres à la base aérienne de Greeley. Un film intéressant vient de sortir sur Netflix. Smalls, je ne me souviens plus de son nom pour le moment, mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionnera pas. Chacun de ces missiles est fabriqué à la main, car le précédent avait un problème, donc ils ont dû le corriger. Ils ne sont pas produits en série. Ensuite, nous avons commencé à déployer le système Aegis Ashore, le système Mark 41, utilisé pour lancer des missiles, qu'il s'agisse de missiles Tomahawk, de SM-3, de SM-6, de missiles antibalistiques ou antiaériens. Nous les avons installés à terre, un en Pologne, un en Roumanie. Et les Russes ont réagi. C'est un peu trop près de chez nous. Puis nous avons commencé à déployer des navires Aegis autour de la périphérie russe, conçus pour intercepter des missiles. Et nous avons mis en place ce dispositif de défense antimissiles. Et les Russes ont dit, ce n'est pas bon. Parce que même si ça ne fonctionne probablement pas, si cela fonctionne, cela crée la perception que les États-Unis pourraient lancer une frappe préventive contre la Russie, en essayant de détruire autant de missiles russes que possible, laissant les Russes penser, si nous lançons, les États-Unis vont en abattre la plupart. Nous n'obtiendrons pas les dégâts que nous voulons. Ensuite, nous subirons une deuxième et une troisième frappe des États-Unis qui nous anéantiront. L'idée est donc de dominer le profil de dissuasion nucléaire afin que les Russes se retrouvent en position d'infériorité et soient donc moins enclins à déclencher un conflit. Et Poutine a dit, ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Ainsi, en 2016, il a déclaré, nous allons commencer à changer les choses. Je ne peux pas vous en parler pour le moment, mais nous lançons des choses. En 2018, il a dévoilé le missile Sarmat, un lourd ICBM qui passe par le pôle sud et non par le pôle nord. Nous n'avons absolument aucune capacité de défense d'alerte précoce. Il arrive, il pourrait nous frapper, et nous ne saurions même pas ce qui s'est passé. Le missile hypersonique manœuvrant avant-garde fonctionne réellement, contrairement à tout ce que nous produisons, qui ne fonctionne pas. L'avant-garde fonctionne. Mon Dieu, il a parlé du missile de croisière à propulsion nucléaire. Les gens l'ont rejeté, car juste après son annonce, il y a eu un accident dans le Nord. 5 scientifiques nucléaires sont morts. C'est d'ailleurs ainsi que nous en savons autant sur le système de propulsion.
Parce que les Russes, étonnamment, ont en réalité identifié qui étaient ces scientifiques et à quelle partie des agences atomiques de défense ils appartenaient. Toute personne un tant soit peu intelligente lit leur biographie et leur thèse de doctorat, comprend les recherches auxquelles ils ont participé et se dit « Ah, vous venez d'expliquer beaucoup de choses sur ce qui se passe avec Burevestnik. » Et puis bien sûr, Poséidon. Même chose. Il l'a déclaré. C'est là. C'était en 2018. Nous voilà aujourd'hui. Sarmat est déployé, Avangard est déployé, Burevestnik et Poséidon viennent d'achever leur dernier test. À présent, les Russes essayent de déterminer comment ils vont les intégrer dans leur doctrine. Comment contrôler cela? Eh bien, le traité, c'était le New Start. Et les Russes ont toujours dit, nous ne savions pas comment nous allions classer ces armes, comment nous allions en rendre compte. Parce que une fois que vous commencez à construire une catégorie d'armes, si vous avez la limite de 1550 ogives nucléaires déployées, vous devez retirer des armes ailleurs. Il faut toujours maintenir cet équilibre. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que si le traité disparaît, il n'y a plus de limite. Les Russes peuvent donc conserver leurs capacités actuelles, les développer et les déployer. Et que sont censés faire les États-Unis? Nous ne pouvons même pas construire le missile Sentinelle. Nous avons aujourd'hui un missile Minuteman III qui date de plusieurs décennies. Les gars qui le font fonctionner sont plus jeunes, parfois 2 fois plus jeunes que le missile qu'ils sont censés tirer. On ne peut pas le remplacer. On avait dit que cela coûterait, je ne sais plus, 145 milliards de dollars. Quand cette estimation est sortie, j'ai dit on parle d'un système à 2 ou 3 billions de dollars qui ne fonctionnera jamais. Et tout le monde a réagi. Oh, Scott, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Car maintenant, le Congrès a cessé de le financer après que le prix a dépassé le plafond non-McCurdy, quel que soit le nom. Le Congrès en a eu assez que l'industrie de la défense sous-évalue les projets au départ, puis exige qu'on continue à les financer. Le F-35 me vient à l'esprit. Ils ont donc adopté une loi qui dit que lorsqu'il y a une flambée des coûts, il faut arrêter le programme. Et le Sentinelle a échoué 2 fois de suite, et ils n'ont pas de solution. Donc, le Sentinelle, c'est fini. Maintenant, ils vont prolonger le Minuteman III jusqu'en 2050. Je veux dire 2050, c'est maintenant la nouvelle échéance. Nous ne pouvons même pas faire ça. Nous n'avons pas l'industrie de défense pour le faire. Nous ne pouvons rien faire, rien de ce que les Russes font. Je veux dire, oui, Scott, tu aimes la Russie. J'aime la Russie. Je ne l'aime pas d'amour. J'aime l'Amérique. Et je n'aime pas que nous ayons ce président à qui l'on dit que nous avons les armes les plus grandes, les plus puissantes, les plus formidables, alors que nous ne pouvons rien produire. De l'arsenic. Les gens pensent que c'est du bluff. Ce n'est pas du bluff, mesdames et messieurs. C'est aussi réel que possible. Et nous ne pouvons pas l'arrêter. C'est en production en série. Et nous ne comprenons tout simplement pas. Le dernier traité arrive à expiration. Il ne sera pas relancé. C'est fini. Le 5 février, nous n'aurons plus de contrôle des armements. Vladimir Poutine a déclaré qu'il prolongerait le moratoire d'1 an pour donner le temps aux États-Unis de se réveiller et de s'impliquer. Mais qui va s'impliquer? Les personnes qui s'occupent du contrôle des armements sont des spécialistes hautement qualifiés. Brady en faisait partie, j'en faisais partie. Nous ne sommes plus là. On ne forme pas ces gens comme de l'herbe, cela prend du temps. Les personnes qui ont négocié le traité ABM, vous savez, elles ont travaillé là-dessus pendant des années. Ensuite, elles ont enchaîné avec SALT 1, SALT 2, puis INF, puis START 1, START 2, START 3, SORT, New Start et l'extension de New Start. Et aujourd'hui, elles sont toutes à la retraite. Nous n'avons pas formé de nouvelles personnes pour le faire. Les muscles de la diplomatie se sont atrophiés. Nous ne savons plus comment faire. Et les personnes qui s'en occupaient viennent d'être licenciées.
Le 11 juillet de l'année dernière, 1300 spécialistes du département d'État, les spécialistes de la Russie, du contrôle des armements, partis. Qui diable va s'en charger? Qui va négocier ce traité? Où sont les experts? Nous sommes dépassés par les Russes, tant sur le plan des systèmes concrets que sur le plan diplomatique. Nous sommes dépassés en matière de cohérence. Dites ce que vous voulez de Vladimir Poutine. Je pourrais rester ici à chanter ses louanges. Mon Dieu, il est au pouvoir depuis 25 ans. Je pense qu'il a une bonne maîtrise de la politique russe et des capacités de la Russie. Et nous continuons à changer de président tous les 4 ans. Ces derniers temps, nous n'arrivons même plus à prolonger la présidence. Trump a perdu, puis Biden a perdu. Maintenant, Trump n'est là que pour 4 années de plus. C'est un effet de bascule. Qui va remplacer Trump? On ne sait pas, aucune garantie. Mais le fait est que la politique va comme ci, comme ça, encore et encore. Et quand ta politique ne cesse de changer, ton financement est étouffé, de l'argent gaspillé. Tu dépenses trop pour trop peu de résultats. Pendant ce temps, les Russes s'y emploient depuis 25 ans. Ils ont affiné le système. Tout fonctionne à merveille. Ereshnik a été commandé en 2021 et devenu opérationnel en 2024. Trouve-moi l'équivalent américain d'un système high-tech commandé en 2021 et prêt à fonctionner 3 ans plus tard. On ne peut pas le faire, les gars. On ne peut tout simplement pas. Il nous faut 20, 30 ans pour faire ce genre de choses aujourd'hui. Et on n'y arrive toujours pas parce que c'est beaucoup trop cher. Je suis content que Scott ait mentionné cette réunion très étrange où un groupe de journalistes occidentaux se trouvait à Saint-Pétersbourg pour un sommet économique. Il les avait invités à une petite réunion, peut-être 14 personnes autour de la table. Et il a commencé en disant « Écoutez, je vous connais. Nous sommes tous des adultes. Je sais que vous n'allez pas écrire ce que je vais vous dire. Je sais même que vous n'allez pas en parler à vos rédacteurs en chef ni à vos éditeurs. Mais parlons franchement, d'homme à homme. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous, avec votre système ABM, nous ne sommes pas sûrs qu'il fonctionnera un jour. Mais nous n'attendons pas. Nous développons des missiles offensifs. » Voici une citation. Le pivot absolu de la stabilité stratégique était le traité ABM de 1972. Et lorsque George W. Bush s'en est retiré, cela a porté un coup colossal au système de sécurité internationale. J'ai dit à l'époque que nous n'allions pas gaspiller beaucoup d'argent dans des systèmes antimissiles balistiques qui pourraient même ne pas être efficaces. Nous gagnerons plutôt en continuant à développer des armes de nouvelle génération capables de vaincre le système ABM, des missiles offensifs. Maintenant, certaines choses, je ne peux pas vous les dire publiquement, ce serait inapproprié. C'était en 2016. Eh bien, ils ont bien progressé, si bien qu'en 2018, comme Scott l'a mentionné lors du discours sur l'état de la nation de Poutine, il a fait une démonstration, de ces nouveaux systèmes. Et Scott a déjà parlé de ceux qui sont entrés en service. La grande question est, dans quelle mesure Trump a-t-il été informé de tout cela? Mon Dieu, cela semblait une révélation venue du ciel, non seulement l'Ereshnik, mais aussi le Burevestnik et le Poséidon. Il a réagi si vite. Nous allons faire la même chose? En d'autres termes, le principal problème, selon moi, n'est pas seulement le manque de spécialistes, mais aussi le fait qu'il y a des gens trop stupides pour dire à notre président « Écoutez, il faut qu'on trouve un terrain d'entente avec ces gens. Ils font de leur mieux. » Dernière chose que je dirais à ce sujet. Oui, le traité New START expire le 5 février. Aucun espoir de le modifier ou de le ratifier. C'est fini. Poutine a proposé depuis le 22 septembre un moratoire pour maintenir les limites quantitatives, qui sont, si je ne me trompe pas, Scott, de 1550 pour chaque camp en ce qui concerne les missiles offensifs. Maintenir cela pendant une année entière afin que nous puissions déterminer quoi faire
et éviter de partir dans tous les sens une fois libérés de toute contrainte. Maintenant, Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré la semaine dernière « Écoutez, ce n'est pas une offre illimitée. Je veux dire, elle va expirer. Le 5 février approche. Quelle est votre réponse? Voici ce que je veux souligner. La manière dont l'administration Trump répond à cette demande parfaitement raisonnable de maintenir ses limites quantitatives déterminera la façon dont Poutine et son cercle de spécialistes percevront le sérieux des États-Unis, ou la marge de manœuvre dont dispose Trump pour faire quelque chose de significatif concernant les relations avec la Russie. S'ils le font, alors il y a de l'espoir. S'ils ne le font pas, eh bien, l'Ukraine s'effondre ainsi, et les espoirs russes d'une relation plus décente avec les États-Unis s'effondrent avec elle, à mon avis. Compte tenu de tout ce que vous avez dit à propos des armes que la Russie a réussi à déployer, son complexe militaro-industriel, tout cela progressant à un rythme effréné, pourquoi alors voit-on l'Europe? Pourquoi semble-t-elle presque complice de la poursuite du conflit? Et bien sûr, les relations absolument désastreuses entre la Russie et l'Europe. Mais à mesure que ces armes sont déployées, à mesure que la Russie devient de plus en plus capable de se défendre, et vous savez, de repousser des menaces comme le conflit en Ukraine, on entend le ministre belge des Affaires étrangères, ou plutôt de la Défense, pardon, déclarer que l'OTAN raserait Moscou si un missile russe frappait Bruxelles. Que pensez-vous de cette rhétorique? Que se passe-t-il en Europe, où l'on tient à bien des égards un discours encore plus agressif que celui des États-Unis à l'égard de la Russie? Écoutez, l'Europe, c'est une bande de chihuahuas en cage. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont même pas mignons. C'est une insulte aux chihuahuas. Je veux dire, ce sont des gens inutiles, des êtres humains inutiles. Il faut que je fasse attention à ce que je dis ici, parce que je n'aime pas ce type. Il ne sait pas de quoi il parle. Je veux dire, si ce gars-là était un héros militaire, s'il pouvait faire 5 pompes, si il pouvait faire quoi que ce soit, regardez son parcours, il son cerveau. Naham Keridi, et vous comprenez de quoi je parle. C'est un type qui, après avoir fait cette déclaration, a eu une dépression nerveuse à cause du contre-coup médiatique. Il n'est même pas capable d'aplatir son propre journal. Ce sont des gens programmés pour dire les choses les plus stupides au moment les plus inopportuns. C'est comme Kaja Kallas qui dit « La Russie doit être divisée en tout petits États. C'est la seule façon d'avoir la paix. » Je veux dire, une petite femme balte qui pense pouvoir démanteler la Russie. C'est comme Mark Rutte, un ancien premier ministre néerlandais raté, qui tout à coup, tu vois, se découvre du courage. Non, ces gens ne savent rien. Ils ne sont pas authentiques. Ce n'est pas quelqu'un qui a de l'expérience, qui a tout vu, tout fait, acheté le t-shirt et comprend les conséquences de ses paroles. Ce sont des imposteurs, des façades. Ce sont, vous savez, la superficialité incarnée, qui viennent réciter leurs répliques parce qu'ils vivent selon un scénario en réalité écrit par les Britanniques, si vous voulez savoir. C'est un scénario conçu pour maintenir l'Ukraine dans le combat, garder l'Union européenne pertinente et continuer à financer l'OTAN. Et pour cela, il faut dire les choses les plus stupides. Parce qu'autrement, si la vérité éclate, allez, la Belgique va, ils ne savent même plus faire une gaufre. Nous faisons de meilleurs gaufres qu'eux. Je dois dire que je n'ai pas été fan des gaufres à Bruxelles lorsque j'y suis allé il y a quelques années. Ce n'était pas aussi extraordinaire qu'on le disait. Ce ne sont pas des gens sérieux. Et pourtant, leurs propos sont repris dans les médias comme s'il s'agissait de paroles sérieuses. La Belgique ne peut rien faire. Elle ne peut rien aplatir. Elle n'a aucune capacité. L'OTAN ne peut rien faire. Elle ne peut rien aplatir.
L'OTAN n'a de pertinence qu'avec les États-Unis, et les États-Unis ne veulent rien faire. Je veux vous rappeler que pendant qu'ils parlent d'écraser la Russie, les États-Unis ont pris la décision de se retirer du théâtre d'opération roumain, où nous avons, vous savez, la 101e brigade de maintenance aéroportée. Nous venons d'y envoyer des éléments de la 3e division d'infanterie. Nous allons réduire ce nombre. C'était 1600. Nous allons le ramener à moins de 1000. Nous commençons le processus de retrait d'Europe, pas de renforcement de l'Europe. Pendant que l'Europe parle de construire cette armée imaginaire qu'elle ne pourra jamais financer, équiper ou utiliser, qui va se battre? En Allemagne, si l'Allemagne était envahie, selon un sondage allemand, seulement 16% des hommes allemands ont déclaré qu'ils se battraient pour l'Allemagne. Cela signifie que l'Allemagne n'a pas d'hommes, car si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour votre pays, vous n'êtes pas un homme, surtout lorsque vous avez été envahi. Et pourtant, les Allemands disent « Non, non, nous ne voulons pas mourir pour notre pays ». Et alors, que se passe-t-il si quelqu'un envahit l'Allemagne? Et maintenant, que se passe-t-il si l'Allemagne se met à envahir d'autres pays? Tu crois que les Allemands vont soudainement changer? Genre, oh attends, si on envahit un autre pays, maintenant je suis prêt à faire la guerre. L'Allemagne, qui veut construire la plus grande armée d'Europe et devenir la puissance européenne, n'arrive même pas à motiver assez d'hommes pour s'engager et défendre leur propre pays. Et c'est la nation la plus forte d'Europe. L'Europe est une sacrée blague en matière militaire. Ils n'ont rien, rien du tout. Et ils ne tiennent que parce que l'Amérique les soutient. Mais on ne va pas les soutenir éternellement. On se tire d'Europe parce qu'on ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Trump vient de se laver les mains de la guerre. Je ne sais pas si les gens ont vraiment écouté ce qu'il a dit. Parfois, il faut les laisser se battre entre eux. Ça veut dire qu'on en a fini. Vous allez leur donner des tomahawks? Probablement pas. Non, vous ne le ferez pas. Vous connaissez les conséquences. Poutine vous met en garde sur ce qu'elles seront. On s'en va. Les Ukrainiens vont se faire massacrer. Et cet exercice de propagande, qui maintient tout en place, qui fait croire aux gens que l'Ukraine est encore dans la bataille, eh bien, quand ils seront tous morts, on se rendra compte à quel point les gens ont été stupides de croire à tout ça. Les dirigeants européens sont vraiment une bande d'opportunistes politiques qui ont profité du système et ne savent plus quoi faire maintenant. Franchement, c'est très embarrassant. Comment vont-ils changer leur politique? Vont-ils dire « Oh, nous avons dépensé X milliards d'euros et de livres, et désolé, mais nous avons perdu en Ukraine. Et en plus, nous sommes vraiment désolés pour toutes les prestations sociales que nous avons dû réduire. Mais bon, nous avons simplement fait une grosse erreur. » Ils en sont incapables. Ils sont incapables de reconnaître que tôt ou tard, ils devront le faire. Maintenant, je veux introduire une note d'espoir ici. Ce responsable belge de la défense est Kaja Kallas. Vous savez, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais une personne, qui se trouve être le Premier ministre de la Belgique, a dit les choses telles qu'elles sont concernant les autres Européens qui essayent de saisir les avoirs russes et de les utiliser pour financer la guerre en Ukraine. Il s'est levé et a prononcé un discours magistral en disant « Écoutez, vous savez, vous nous dites que nous, les Belges, même si la plupart de ces actifs sont dans nos banques, n'avons pas à nous en inquiéter, que nous n'avons aucune responsabilité. Eh bien, oubliez ça. Nous sommes inquiets et vous n'allez pas faire ça. » J'ai appris plus tard que Bloomberg, une semaine auparavant, avait déclaré que les États-Unis décourageraient la Belgique de laisser cela se produire. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que s'il n'y a plus d'argent, les Européens ne sauront tout simplement plus quoi dire pendant les prochains mois, jusqu'à la défaite inévitable des Ukrainiens en Ukraine.
Vous savez, c'est la construction à laquelle nous essayons tous de nous convaincre de croire, n'est-ce pas? Premièrement, les États-Unis possèdent toutes ces armes sophistiquées. D'accord? C'est juste qu'elles sont en production et qu'elles ne sont pas, eh bien, elles ne sont peut-être pas à la hauteur de celles des Russes. Mais enfin, nous allons les obtenir dans quelques années, peut-être, et ensuite nous allons les vendre aux Européens. Et les Européens n'ont pas d'argent pour les acheter, mais peut-être qu'ils pourront en gagner. Peut-être qu'ils pourront les acheter, et ensuite nous les donnerons aux Ukrainiens qui n'ont plus d'armée. À part ça, c'est un super plan, non? Je veux dire, c'est complètement absurde. C'est juste que le peuple américain, à moins qu'il ne regarde Danny iPhone, Scott ou moi-même, n'a aucune chance de comprendre cela. Tout comme on lui fait croire qu'un être humain peut être illégal.